Bonjour, cette petite capsule vidéo va vous aider à comprendre ce qu'est la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon cours aura donc plusieurs objectifs. Tout d'abord, comprendre pourquoi on résiste, ensuite qui résiste, comment on résiste, est-ce que l'acte de résister a servi à quelque chose. La première question qu'il faut se poser, c'est que veut dire résister? Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, résister, c'est lutter. Lutter, c'est également refuser et c'est également désobéir. Oui, mais lutter, refuser, désobéir, pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des Français, dès 1940, date à laquelle, je vous rappelle, la France a signé l'armistice, de nombreux Français refusent l'occupation allemande. Ils refusent que leur pays soit occupé, ils refusent de voir cette croix gammée, ils refusent de voir ces Allemands dans leur propre maison. Mais résister, c'est aussi aller plus loin, c'est refuser que son pays devienne une dictature. Pétain, certes, au départ, la plupart des Français l'acceptent, mais peu à peu, par rapport aux différentes décisions qu'il va prendre, de nombreux Français vont refuser. C'est pour ça qu'ils vont devenir des résistants. Donc résister, si on résume, c'est lutter pour que son pays soit libéré des Allemands et que la démocratie soit rétablie. Mais qui résiste et comment? Nous allons voir qu'en France, la résistance a deux caractéristiques. Il existe deux résistances, retenez bien ça, la résistance extérieure et la résistance intérieure. La résistance extérieure, tout d'abord, c'est celle qui est organisée par Charles de Gaulle. Ce fameux Charles de Gaulle est jusqu'alors très peu connu de la plupart des Français. C'est un général qui a bien commencé à faire la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs qui a remporté l'une des rares victoires, mais qui s'est réfugié à Londres le 18 juin 1940. Lorsqu'il entend le maréchal Pétain annoncer le fait qu'il va refuser finalement de continuer de se battre, aussitôt, De Gaulle essaie de lancer un appel le 18 juin 1940. Vous retenez bien cette date, le 18 juin 1940. Que demande-t-il? Bien, premièrement, de dire aux Français, mais non, nous n'avons pas perdu, continuons la lutte. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls, il y a encore les Anglais qui sont là pour nous aider, et puis surtout, il y a tout notre empire colonial. Et puis surtout, que demande-t-il? Eh bien, on demande aux quelques soldats qui n'ont pas été prisonniers de venir le rejoindre à Londres, aux quelques techniciens de mettre avec lui toutes leurs connaissances pour continuer la lutte et pour constituer une nouvelle armée. Cette armée s'appellera les FFL, les Forces Françaises Libres. Vous voyez ici sur le diapo que la Croix de Lorraine en sera son emblème. Et cette photo vous montre en fin de compte les premières FFL qui ont été réunies par Charles de Gaulle. Quel va être le rôle de ces FFL? Eh bien, ces FFL, nous allons voir, vont continuer à se battre. On va voir que très rapidement, avec de Gaulle et surtout avec l'appui des Britanniques, ils vont pouvoir débarquer en Afrique pour pouvoir chasser les nazis. Et on va voir également que ces FFL seront de plus en plus nombreux. Comme le montre ce tableau que vous aviez à étudier pour faire votre fiche hier, on s'aperçoit qu'en tout, on aura plus de 70 000 hommes qui vont rejoindre finalement ces FFL. Parmi eux, quelques combattants originaires de la métropole, ce qui signifie en fin de compte que ce sont les quelques soldats qui ont rejoint De Gaulle en 1940, mais également, soulignons-le, beaucoup de soldats coloniaux, les hommes des colonies qui vont le rejoindre, et je souligne aussi le fait qu'il y aura beaucoup des femmes. En réalité, ces FFL ont un double objectif. De Gaulle a un double objectif. Créer une armée, mais également créer un autre gouvernement qui prendrait des décisions pour libérer la France et qui rétablirait la démocratie avec la liberté et l'égalité. En gros, se débarrasser de Pétain et de rétablir la liberté. C'est donc bien la naissance de la France libre. Toutefois, comme je vous l'ai dit, eh bien, on résiste aussi à l'intérieur de la France occupée. Pourquoi? Eh bien, pour les mêmes raisons. Même si au début les résistants sont peu nombreux, même si chacun agit de son côté, chacun refuse finalement le fait que son pays soit occupé. Comment résiste-t-on? Eh bien, au départ, on va peut-être aller taguer sur les murs. On le voit ici que l'on se moque de Hitler. On le voit aussi qu'on dit à des Français d'agir tout simplement. Chacun va agir de son côté en essayant de gêner les Allemands. Je retiens cette anecdote un petit peu croustillante que m'avait raconté un résistant qui s'appelait Monsieur Efernelli, que je vous ai déjà raconté. Celui-ci s'amusait à uriner dans les voitures des Allemands pour pouvoir empêcher les Allemands de se déplacer. Mais peu à peu, les résistants vont s'organiser parce qu'ils vont venir de plus en plus nombreux. C'est alors qu'ils vont créer des mouvements, comme vous le voyez ici. Les mouvements, ce sont donc des groupes
de résistants et leur rôle c'est d'informer. Alors comment on informe? On informe en créant des journaux. On voit ici que ce journal Libération a été créé par des résistants. Parmi eux, cette grande résistance qui s'appelle Madame Lucie Aubrac. Alors gros problème pour ces journaux, hein. Il faut les distribuer dans le secret, dans la plus grande cachette. Et puis on peut aussi résister en faisant des faux papiers. Qui a besoin de faux papiers? Les résistants eux-mêmes. Si on s'appelle, je sais pas moi, Raymond, on va pas continuer Raymond, par exemple Samuel, on va plus s'appeler Raymond Samuel parce que Samuel est juif, donc on va prendre un deuxième nom. Donc c'est le cas du mari de Lucie Aubrac qui s'appelait Raymond Samuel, qui va s'appeler par la suite Raymond Aubrac. Et puis le résistant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut aider à cacher des juifs. Je voudrais qu'on souligne le nom de cette grande dame qui est ici, qui s'appelle Madame Sabine Zatlin, qui, elle, a réussi à créer une colonie pour abriter les enfants des juifs étrangers, pas très loin de chez nous, dans l'Ain, qui va permettre, en fin de compte, de pouvoir sauver certains de ces enfants juifs. Que veut dire résister? Ça va être aussi, par exemple, si j'habite près de la frontière, aider, en fin de compte, des juifs, bien, à passer, par exemple, en Suisse. Vous voyez ici un montagnard, certainement, qui aide, en fait, à passer la ligne de démarcation. On peut également être résistant en France en créant des réseaux, c'est-à-dire qu'on aura une action un peu plus militaire. Il est vrai qu'au départ, pour les résistants, c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes, hein, si ce n'est que leur fusil de chasse. Et que font-ils? Eh bien, ils vont faire des sabotages, c'est-à-dire empêcher les trains de passer et faire des trains qui vont dérailler ou faire des attentats, tuer des soldats allemands. Mais ça, on hésite un peu plus parce que rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, lorsque les Allemands savent que l'un des leurs a été tué, ils n'hésitent pas à faire des prises d'otages. La résistance va évoluer. À partir de 42-43, les résistants sont vraiment plus en plus nombreux. Pourquoi? Déjà, quand l'URSS va rejoindre le camp des Alliés, tous les communistes français, souvent, vont rentrer dans le camp de la résistance. Et puis surtout, n'oubliez pas, avec le STO, avec le fait que les jeunes de 20 à 23 ans vont être obligés de faire un service de travail obligatoire, la plupart d'entre eux vont refuser d'aller faire ce travail obligatoire. Donc s'ils refusent, ça veut dire qu'ils deviennent résistants. Par contre, pour eux, ça devient très compliqué. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de se cacher. Alors au départ, on sait chez nous qu'ils vont se réfugier dans des granges. On sait que c'est le cas vers Cluny, dans des bois. Vers chez nous, c'est vers le bois clair. Et dans des forêts. Eh bien, tout ceci, c'est ce qu'on appelle des maquis. C'est l'endroit où les résistants vont se cacher, s'organiser. C'est là qu'ils vont vivre en permanence. C'est là qu'il va falloir leur apporter de la nourriture, ce qui sera pas évident. Et c'est là qu'ils vont essayer de s'organiser militairement. Peu à peu, ces deux résistances vont s'unir. Parce que c'est bien beau que De Gaulle agisse de son côté en faisant finalement de la libération du territoire en Afrique. C'est bien beau que les résistants agissent à l'intérieur, mais l'objectif c'est que ensemble ils s'aident pour libérer le territoire intérieur. Cette union sera faite en 1943 avec ce personnage, retenez bien son nom, qui s'appelle Jean Moulin. Celui-ci est envoyé par De Gaulle pour que les résistants intérieurs et extérieurs travaillent ensemble. Alors comment ça va fonctionner à partir de là? Eh bien, l'objectif c'est que les résistants intérieurs donneront des informations aux résistants de De Gaulle. Des informations en disant, vous voyez là, à tel endroit, les Allemands occupent telle usine. Les Allemands ont construit des bunkers à tel endroit. À l'inverse, la résistance extérieure, eh bien, les résistants de Londres vont apporter de l'aide aux résistants par parachutage. Je vous ai dit tout à l'heure, les résistants n'ont pas d'armes. Eh bien, ce sont bien les résistants de Londres, aidés par les Britanniques, qui vont fournir des armes. Comment faire? Eh bien, tout se fait par parachutage. Vous voyez là, ici, c'est un parachutage. Les avions donc vont souvent voler de nuit et vont donc envoyer des armes, parfois aussi de la nourriture, en fait, aux résistants intérieurs. Comment vont-ils communiquer? Eh bien, je vous l'ai dit, ils peuvent communiquer en envoyant des messagers, comme ça a été le cas de Jean Moulin. Mais surtout, leur moyen de communication privilégié va vraiment rester la radio. La radio la plus célèbre, retenez-la, c'est Radio Londres, sur les ondes de la BBC, comme vous le voyez très bien ici. Et ça veut dire que très vite, peu à peu, beaucoup de Français vont savoir que cette radio-là, parce qu'on n'est pas habitué à être à la radio anglaise, vont savoir que des messages leur sont donnés. Comment être au courant? Tous les soirs, tout le monde se rue autour de son poste qu'on appelle le TSF. Et puis, on va entendre un message. Je vous repasse ce message.
très grande importance. Nous allons vous lire le premier communiqué. Voilà, c'est par ce message qu'on savait finalement que c'est Londres qui parlait aux Français. À partir de 43, d'ailleurs, très souvent, à la suite du signe que vous venez d'entendre, on passait le chant des partisans. Alors, le chant des partisans, vous le connaissez, vous l'avez travaillé en histoire des arts. C'est un chant qui demande aux Français, finalement, de lutter contre l'occupant ennemi. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour parler, on ne peut pas dire directement ce qu'on va faire, on ne peut pas dire directement où les avions vont être envoyés. Ça veut dire donc en fait que les résistants envoient des messages codés. Alors au départ, généralement au début de l'émission, on envoie des messages codés, souvent ce sont des soldats qui vont donner des nouvelles à la famille, mais à la suite, ça va être des messages pour informer les résistants intérieurs d'une action à faire. Alors, genre de message codé, un peu marrant quand même, les carottes sont cuites, les sanglots longs des violons de l'automne, Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé, et j'en passe. Et tout ceci, bien entendu, les résistants intérieurs avaient le code, ils avaient le moyen de décoder, et ils savaient si à telle heure, par exemple, un avion allait arriver, s'il fallait aller chercher les hommes. Être résistant, est-ce risqué? Bah oui, c'était vraiment très risqué. Je vous l'ai dit, la plupart des résistants ont pris un faux nom. Beaucoup ont été arrêtés par la Gestapo et la milice. Dans nos régions, encore très souvent, si vous voyez des tombes avec la Croix de Lorraine, ça veut dire que ce sont des résistants. Quand vous étiez arrêté par la milice et la Gestapo, ça voulait dire quoi? Être fusillé, comme vous le voyez ici, ces résistants-là. Et d'ailleurs, les Allemands voulaient vraiment savoir à tout le monde, le faire savoir à tout le monde qu'on ne devait pas être résistant. Cette affiche-là, qui s'appelle l'affiche rouge, c'est une affiche pour montrer aux Français que ces résistants-là, ce sont des traîtres en fin de compte de la nation, qu'il ne faut pas suivre leur exemple. On pouvait également être torturé, c'était le cas de Jean Moulin. Jean Moulin a été arrêté à Lyon, il a été torturé à tel point qu'il n'a pas survécu à ses blessures. Et puis pour ceux finalement qui arrivaient à résister à ces blessures, comme Monsieur Raymond Juillard, dont je vous ai déjà parlé, qui habitait à Bussière, eh bien s'il était arrêté, il pouvait être déporté dans les camps de concentration, et on sait que la vie était très difficile. Pour terminer, est-ce que leur rôle a été efficace? Eh bien, la suite, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. À bientôt!